Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, nous sommes avec Véronique Sousset, directrice du Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et qui publie Fragments de prison aux éditions du Cherche-Midi. Bonjour Madame Sousset. Bonjour. Alors Véronique Sousset, effectivement vous avez déjà publié Défense légitime en 2017 et là vous publiez Fragments de prison. Et depuis exactement 2 ans, vous êtes chef d'établissement du Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. C'est bien ça, depuis 2 ans. Avant vous étiez à Saint-Maur. D'ailleurs, j'ai lu votre discours d'adieu à Saint-Maur. C'était émouvant, non mais c'est bien. Et d'ailleurs, c'était très bien parce que la personne, je sais pas si c'est le directeur ou le préfet, qui disait mais ça va être très difficile de remplacer Véronique Sousset. Vous a abreuvé de compliments, mais c'est vrai que vous avez fait des études, vous avez fait l'École nationale d'administration pénitentiaire. Alors d'abord, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Qu'est-ce qui vous a amené? Vous dites, j'ai envie de faire ça, et vous avez commencé, voilà, vous avez fait toutes les études qu'il fallait, droit pénal, sciences criminelles et tout ça. Qu'est-ce qui vous attirait au départ? Alors, si je voulais faire un bon mot, je dirais que c'est mon côté obscur. Mais c'est sans doute plus compliqué que ça. Alors, oui, c'est toujours compliqué de dire ce qui a déterminé son choix. En tout cas, ce n'était pas un choix par défaut, puisque je n'ai passé que ce concours de la fonction publique à l'issue. Donc c'était une vocation, c'est une envie. Une vocation, non, j'aime pas trop ce mot quand il s'agit quand même d'enfermer. Enfin, j'aime pas trop le mot vocation. En revanche, non. Vous savez, on se dit qu'on pourra être utile à cette place-là. Et donc, j'ai eu envie, peut-être parce que, comme d'autres, ce milieu attire et fascine, et aussi, et en tout cas se dire... Attraction-répulsion, quoi. Voilà, c'est ce que j'indique, et peut-être aussi, cette... Pas vocation, mais en tout cas, le souhait de pouvoir y faire quelque chose, oui. Je comprends. Et alors vous avez commencé à exercer, etc. Et puis, en 2008... vous choisissez, enfin, vous faites des études, vous choisissez le métier d'avocat. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez commencé par le pénitentiaire. Oui. Et puis vous allez, c'est une question de défense. Enfin, vous dites, je vais les défendre. Ces gens qui c'était passé un peu de l'autre côté de la force, on peut dire, mais pour filer la métaphore. Mais je crois que dans une vie professionnelle, c'est formidable d'en avoir plusieurs, et que tous les pas de côté, sont enrichissants pour le parcours. Et donc il y a des opportunités. Je n'engageais que moi à l'époque, et donc je n'ai pas hésité, même si peut-être qu'en 2008, ce n'était pas très raisonnable de quitter la fonction publique pour le libéral. En pleine crise des subprimes, voilà. C'est ça. Oui, mais il faut prendre des risques. La vie, c'est un métier à risque. C'est ça. C'est pas à vous que j'apprendrai ceci. Alors, vous êtes ensuite revenu, effectivement, à l'administration pénitentiaire. Vous avez été, d'ailleurs, chef de cabinet. C'est bien ça. Enfin, vous avez été adjointe de... Directrice de cabinet. Directrice de cabinet, c'est ça, pardon. Et vous publiez là, Fragments de prison. Alors, en fait, vous parlez effectivement de ce qu'on vit à l'intérieur des prisons, sachant que vous n'êtes pas prisonnière. Il faut quand même bien, vous êtes à l'administration pénitentiaire, vous dirigez un centre, effectivement, un centre pénitentiaire. Et alors, je dirais que avec le recul, on voit beaucoup de choses. On voit, par exemple, il y a des descriptions, il y a beaucoup d'histoires. Vous parlez de gens connus, mais bon, dont on peut reconnaître. Mais c'est pas tellement ça qui me paraît intéressant que, effectivement, le ressenti, je dirais, des prisonniers, des détenus qui sont là depuis très longtemps. Et je voudrais que vous me disiez la différence entre des gens détenus depuis des années, ou voire des décennies, en tout cas des dizaines d'années, et des gens qui sortent au bout de 6 mois, enfin 2 ans, 3 ans, etc. C'est complètement différent. C'est une autre... Qualitativement, c'est autre chose. Alors d'abord, c'est une autre gestion de la peine, puisque les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à 2 ans, exécutent leur peine en maison d'arrêt, donc maisons d'arrêt qui sont plus connues, et parce qu'il y a urgence, parce que c'est le surencombrement, c'est la surpopulation et la promiscuité. Et pour les personnes qui sont condamnées en revanche à de plus longues peines, elles l'exécutent, on parle de ça en établissement pour peine, en centre de détention en maison centrale. Donc les conditions de détention ne sont pas les mêmes non plus, en établissement pour peine, et qui sont presque la moitié des établissements en France. Il y a une cellule, un détenu.
hein. Donc c'est le cas à Rennes, et on n'a pas forcément... C'est le cas de votre l'établissement que vous dirigez. Oui. Et on n'a pas évidemment forcément cette idée en tête. Mais on parle par exemple dans la région parisienne de Fleury-Mérogis, mais il y a Melun. Melun, c'est pas du tout, on est sur un établissement pour peine. Et on en parle moins, mais je vous dis aussi parce que l'urgence est aussi à parler des maisons d'arrêt et de la question de la surpopulation. Donc évidemment, c'est pas la même façon d'exécuter sa peine. C'est ce que je dis dans le livre aussi, c'est-à-dire que le sens de la peine n'est pas donné. Hein. C'est aussi à chacun, en fonction des conditions de détention et en fonction de son parcours, de donner du sens à sa peine. Et évidemment, d'être incarcéré 6 mois ou pour de longues années, eh bien, on n'envisage pas les choses pareilles. Et la question du temps a aussi beaucoup à voir avec la prison. Je parle dans le livre de la question des sens, le goût, l'odorat, le toucher, mais la question du temps est évidemment aussi quelque chose qui échappe peut-être à l'appréciation commune. Oui, alors vous parlez de la question du temps et vous parlez aussi de la question des sensations, effectivement. Il ne connaît plus effectivement le monde extérieur. Si, enfin, il y a la télévision, il y a tout cela, bien sûr, il y a les contacts. Mais effectivement, est-ce que, je voulais demander, depuis le temps où vous avez commencé, la notion d'enfermement, est-ce qu'elle a changé? Je veux dire par là, je m'explique, je veux dire par là que quelqu'un qui est enfermé pendant X temps, effectivement, bon, c'est une autre vie, c'est une autre manière de voir, mais est-ce que vous pensez que on peut, ou pour certains, acquérir un sens, comprendre, parce qu'on dit toujours oui, ben j'ai compris ce que j'ai fait, c'est même pas l'élection de repentance, mais la prise de conscience, elle existe comment ? Comment on la sent? Comment elle se manifeste? Alors d'abord, vous avez dit en préambule, et vous avez raison, moi je ne suis pas enfermé, incarcéré. Donc ce que j'en dis, évidemment, c'est le regard extérieur avec la légitimité peut-être de l'expérience. Ouais, mais... Et puis du quotidien. Oui. Enfin, voilà. Ouais. En tout cas, en prison, on change et on peut évoluer. Si tant est qu'on est en capacité, dans son parcours, là où on en est, de pouvoir saisir les opportunités qui sont données. Mais la prison n'est pas un lieu de relégation. On peut mettre un temps, on est de côté, on peut dire, pour exécuter une peine. Donc il y a aussi quelque chose de l'expiation, et on va pas se le cacher. Mais ça ne peut pas être uniquement ça, sinon on rate son objectif. Et c'est ce que je disais, l'enfermement produit des choses. Dans un des chapitres, j'explique que quelqu'un qui est enfermé à l'isolement depuis longtemps, c'est dans le texte qui s'appelle une mise au point, eh bien, il a plus l'habitude du face-à-face, comme on est là ensemble, et il y a comme une mise au point, comme une focale, pour retrouver en fait l'échange. Donc oui, retrouver sens à sa peine. D'abord, il faut pouvoir accepter la peine. Ça, c'est une première étape. Oui, parce que certains disent oui, je devrais pas être là. Enfin, il y a le métier d'avocat m'a prouvé ça, c'est-à-dire notamment en cour d'assises, il faut pas rater ce moment pour le futur condamné ou la future condamnée. Et donc pouvoir accepter la peine, pouvoir s'en emparer. On ne faire sa peine, c'est pas aligner des petits bâtons sur les murs. Voilà, c'est vraiment s'en emparer, en faire quelque chose. Donc oui. Parfois c'est plus long pour certains, parce que aussi en fonction de ce qu'a pu donner l'éducation, des capacités que l'on a, ça peut être plus long, mais en tout cas il nous revient, administration pénitentiaire, et moi ma mission c'est celle-là, de donner les conditions pour pouvoir s'emparer de sa peine et pouvoir en faire quelque chose. Parce que au bout du compte, on essaye, enfin la réinsertion. Au bout du compte, je veux dire, c'est ça. Je finis le livre comme ça, la porte d'entrée sera toujours la porte de sortie. Ces personnes sont un temps, j'allais dire, exclues de la communauté des hommes, mais ont vocation à y revenir. Cela dit, ils sont exclus aussi pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas glorieuses, c'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, évidemment, et vous avez raison de le dire, je pense que le livre Fragments de prison, et j'essaye en tout cas par ses portraits, de donner toute l'épaisseur des vies, mais dans ma pratique professionnelle et dans les textes aussi, bien sûr qu'il y a de la place de la victime. Bien sûr, parce que c'est aussi, je pense, absolument primordial dans l'exécution de la peine, c'est-à-dire ne jamais oublier peut-être d'où l'on vient, mais aussi ce qui a produit cette situation, évidemment. Exactement, parce que, non, je dis ça parce que souvent on a l'impression qu'on oublie, enfin je veux dire, victime-bourreau, ça se mélange, non. Il y a des gens qui vont rien demander. Que les gens se rassurent, les condamnés n'oublient pas. Ouais.
Enfin, ils n'oublient pas, c'est autre chose. Enfin, ils n'oublient pas, mais peut-être qu'ils pensent que, bon, ils ont bien fait, ils payent, mais voilà. Non, pourquoi je vous pose la question? Parce que la vie de la prison, alors j'aimerais justement, moi je dirais, vous en parlez aussi dans votre livre, la patronne que vous êtes, comme on dit, il y a aussi les surveillants, il y a l'administration, il y a le personnel. Et souvent, on a des récits, alors je en général fais des récits dans l'actualité, d'une violence assez extrême, et je ne veux pas parler de l'actualité la plus récente, mais enfin, comment se passe le quotidien, justement, de ce point de vue-là? Le quotidien des surveillants, le quotidien de vous avez ce que vous avez administré, parce que vous êtes le pilote, hein, vous pilotez la chose. Donc, Oui, on donne le cap, oui, effectivement. Donc surveillant, hein, et pas gardien, c'est-à-dire que j'attache de l'importance à ça. On garde un zoo, on garde une place forte, mais on surveille des hommes. Ah oui, vous n'aimez pas gardien de prison? Non, parce que ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. C'est des surveillants et des surveillantes. Alors c'est souvent un métier qu'on choisit pas non plus par vocation, mais qu'on découvre. Et un métier qui représente la troisième force de sécurité publique du pays. Hein, donc, il y a après la police et la gendarmerie. Exactement. Donc il y a une mission de service public de sécurité, donc on oublie, avec évidemment une difficulté liée au métier. C'est-à-dire que moi je me compare pas aux surveillants. C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis un peu, j'allais dire, une sorte de chef d'entreprise, d'une entreprise qui ne connaît pas la crise, mais avec la gestion des ressources humaines, des budgets, des questions qui sont variées. Mais je ne suis pas au contact quotidien avec les personnes détenues, même si j'essaye de ne pas être happé par les tâches administratives et de pouvoir y exercer, parce que ce sont des usagers, certes contraints, mais des usagers du service public. Donc, mais les usagers les surveillants vous rendent compte? Absolument, oui, évidemment. C'est presque, je dirais pas heure par heure, mais quasiment. Voilà. Donc oui, c'est très étroit, mais oui, les surveillants, ils ont une vraie mission, et une mission qui peut être un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'à la fois mission de garde et de surveillance, de sécurité, mais aussi une mission de réinsertion. Alors qu'est-ce qu'on met derrière la réinsertion? Mais déjà peut-être pouvoir permettre à une personne, et c'est parfois ça le quotidien, de retrouver des habiletés sociales, d'un rythme de vie. Parfois ça commence par là, et puis d'engager ensuite, c'est l'échange aussi avec le surveillant. Et c'est important. Alors dans un établissement pour peine, je vous en parlais, où on est une cellule, un détenu, où on a une relative autonomie de mouvement, le travail du surveillant est encore plus exigeant, puisqu'on est là sur l'observation et sur les échanges. Et il faut une sacrée maturité quand même pour faire ce métier. On va continuer à en parler avec Véronique Sousset. Fragment de prison, effectivement, c'est important de savoir ce qui se passe de l'autre côté aussi. On avait fait une émission spéciale hier sur le sort des victimes, et cette fois on s'intéresse au sort des coupables. Là, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Fragment de prison, histoire vécue aux éditions du Cherche Midi. Véronique Sousset, effectivement, vous nous racontez le quotidien des centres pénitentiaires que vous dirigez d'ailleurs, notamment celui de Rennes. Juste un mot, on en parlait hors antenne. Est-ce que prison pour femmes, ça change que prison pour hommes? Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence, évidemment, une différence de sexe, etc., mais est-ce qu'il y a une différence de nature? Oui, il y a des spécificités et des particularismes liés à la détention féminine. Femmes, hommes égaux, oui, mais on n'est pas semblables, on n'est pas pareil. Certes. Donc, il y a des attention, vous êtes transphobe. Hein. Je vous accusais de transphobie, là. Non, je trouve que c'est très bien, d'ailleurs, qu'on ne soit pas pareil et qu'on soit différent. Et non, il y a évidemment des particularismes, mais il y a des préoccupations, en sens où elles sont des occupations premières des femmes, qui ne sont pas celles des hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne s'y intéressent pas, mais il y a vraiment des préoccupations féminines. Par exemple voilà, ce qui touche à être mère en prison, comment est-ce qu'on reste mère, comment est-ce qu'on reste femme, la question de la féminité, évidemment, la question de son rôle et de sa place dans la famille, même si parfois les crimes sont commis intrafamiliaux et que de toute façon ça reste compliqué, il y a quand même des préoccupations spécifiques
spécifiques aux femmes. Et puis des préoccupations, oui, féminines, mais qui ne sont pas futiles, qui ne sont pas, sans d'ailleurs tomber dans le stéréotype, mais évidemment que ça a de l'importance parce que c'est aussi l'estime de soi, la possibilité de pouvoir rester debout et ressortir. Mais il y a, j'espère, en tout cas, un texte il y a un texte qui s'intitule « Vous les femmes ». Et voilà, je laisse les auditeurs découvrir ce chapitre et j'espère qu'en tout cas, voilà, il y a... C'est quand vous avez reçu Julio Iglesias en prison, c'est ça ? Non, mais vous verrez, en tout cas, j'espère que ma contribution à l'amélioration des conditions de détention ne se limitera pas à ça, mais les auditeurs le retrouveront. Mais écoutez, non, mais je renvoie au livre et évidemment, il faut le lire. Juste, est-ce qu'il y a vous avez beaucoup de portraits dans ce livre, effectivement, d'ailleurs, haut en couleur, je dois dire, pour des tas de raisons. Je voudrais que vous m'en citiez deux, notamment cette actrice un peu spéciale qui est venue... Alors oui, moi je dis pas que c'est une actrice, je laisse le lecteur découvrir, mais c'est plutôt, oui, cette personnalité. Disons. Oui, voilà. Cette personnalité, et puis surtout, ce qu'il faut faire, en tout cas, pour à la fois rester absolument discret sur un mariage en prison. J'en ai connu quelques-uns au cours de ma carrière. Et donc ce mariage en prison qui finalement oblige l'administration et contraint l'administration à être dans l'intime. Et puis dans ce texte, je raconte comment, bien malgré moi, je vais me retrouver dans son intimité à elle, puisqu'on va se retrouver dans le même avion qui revient de Paris jusqu'à Brest. Donc c'était ça qui m'intéressait de raconter, et aussi à quel point parfois certains veulent prendre la lumière, mais n'en ont pas en tout cas le talent. Et oui, ça c'est. Oui, d'ailleurs, vous le racontez de façon assez précise. Vous parlez aussi d'un certain nombre de gens, ne nommons pas, parce que les gens reconnaîtront pas. Mais comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe différemment avec des personnes qui ont commis des actes violents, mais au-delà de ça, et vous avez dû en rencontrer évidemment dans votre pratique, qui sont violentes. Il y a des gens qui sont violents, je ne dis pas par essence, mais qui ont un comportement extrêmement violent. Est-ce que ça pose, ça pose évidemment des problèmes au niveau des surveillants, mais vous, à votre niveau, comment on gère ça ? Oui, vous avez raison. Il y a des gens qui n'ont pas d'autres moyens de communication. On sait que la culture, à quel point c'est important, la lecture, évidemment, les livres, parce que quand on a des mots, eh bien, on fait reculer la violence. Plus on a de vocabulaire, il y a des études qui ont été faites, plus on a de vocabulaire, plus on s'exprime autrement que par les poings. Donc oui, effectivement, il y a des carences éducatives parfois, et puis comme vous dites, des gens qui, en raison de parcours chaotiques, ont cette violence-là qui les déborde. Je pense qu'il faut à chaque fois en fait adapter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, on n'apprend pas. Il n'y a pas de règle. Il faut s'adapter. Je pense que vous savez, ce qui est brandi un peu comme une valeur, mais je crois qu'en fait c'est s'adresser aux personnes avec respect et en tout cas conserver cette citoyenneté. Parce que c'est finalement ce qui va nous permettre de partager le plus petit dénominateur commun, peut-être les plus petites valeurs communes, mais au moins ça. Et en général, ça peut fonctionner. Moi, effectivement, j'ai connu des situations d'autres tensions. On s'en sort quand même toujours avec le dialogue. Toujours, il n'y a pas des moments où il faut user, je sais pas. De la force strictement nécessaire, mais ça la réglementation le permet, mais dans un cadre très strict. Après, il y a au regard des difficultés, notamment dans certaines prisons, je pense à la maison centrale de Saint-Maur, où quand même, c'était des profils compliqués, difficiles, complexes, mais il faut jamais perdre cette foi, en tout cas dans le dialogue. Il faut pas baisser les bras, il faut se dire on va essayer, toujours. Ou passer par des biais, comme je le raconte dans le livre, un jeune qui est complètement un peu déstructuré, qui manque un peu de colonne vertébrale, eh bien on se dit on essaye la peinture. Et finalement je vais me retrouver
retrouvé dans la main de King Kong. Mais donc c'est profondément ridicule. Mais voilà, en tout cas, ce gamin, parce que c'était un gamin en quartier mineur qui était ultra violent, eh bien, on a trouvé ce biais. Mais c'est pas, il n'y a pas de recette. Hein. Non, bien sûr. En fait, non, mais vous avez dit une chose très importante, la culture, apprendre, s'enrichir des mots déjà, et puis une occupation. Et de ce point de vue, les prisons se sont beaucoup améliorées. Je veux dire, sur les choses à faire, les activités, etc. Oui, on a beaucoup de partenaires. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire, elle fonctionne avec des partenaires, des ministères. Hein. Il y a évidemment la santé, l'éducation nationale, mais aussi le ministère de la culture. Il faut imaginer qu'on est comme dans une petite société à la loupe. C'est-à-dire qu'on a une programmation culturelle. Il y a beaucoup d'intervenants. On a de la chance à Rennes d'être extrêmement bien situé. Donc on a des partenariats intéressants, mais parce que c'est aussi important. Hein, l'éducation nationale, la culture, c'est extrêmement important. Sinon, il faut y mettre quelque chose dans la réinsertion, c'est évident. Donc oui, c'est très important. Et voilà, j'évoque aussi ces permissions culturelles qui sont pour moi des mises à l'épreuve et pas des sorties récréatives, parce que c'est important aussi. Ne jamais oublier que voilà, il y aura une sortie et que a priori il vaut peut-être mieux sortir mieux que quand on est rentré. Il vaudrait, oui. À un moment donné, il existait il y a longtemps des établissements où on rentrait pire que quand on sortait. Ça existait aussi. J'espère que ça n'existe plus, parce que vous savez, on a beaucoup parlé du milieu. Comment dirais-je, du milieu qui se nourrit de lui-même, ça existe aussi dans certaines prisons. Oui, l'école du crime, enfin toutes ces choses-là, mais évidemment, mais on a raison de l'évoquer, ça. Moi, mon livre, c'est un parti pris, je l'assume. Ce sont des rencontres, des portraits, et c'est pas un mémento sur le fonctionnement de l'institution carcérale. Non, et j'ai quand même pris la précaution de faire un texte qui s'appelle Outre-Noir, parce que voilà, on aurait peut-être pu me faire le reproche que c'était peut-être une vision un peu trop précise et trop dans le parti pris. Voilà, l'outre-noir, eh bien oui, il y a du noir et j'évoque tout ce qui peut être. Mais vous avez noir. préféré le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Toujours ça, dans la vie. Toujours. Ouais. D'accord. On va maintenant se retrouver avec les auditeurs du Sud Radio. Et vous avez sûrement des questions sur les coulisses de la prison ou des questions sur la réinsertion. Vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Bruno qui nous appelle de Béziers. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. Bonjour André. On vous écoute Bruno. Oui, des choses à changer au niveau de la pénitentiaire, il y en aurait beaucoup. C'est un vaste sujet. Maintenant, de manière un peu plus précise, je pense qu'il faudrait créer des centres d'éducation fermés pour les jeunes délinquants. Ça existe déjà, mais il y a beaucoup de casernes militaires qui ont été fermées et qui sont plus ou moins à l'abandon sans savoir ce qu'on en fait. Et je pense que très rapidement, on pourrait déjà mettre ces jeunes délinquants, ces primo-délinquants dans le droit chemin, en les intégrant dans ces structures, encadrées par, pourquoi pas, des réservistes de l'armée, des réservistes de la pénitentiaire. Ça, c'est déjà un premier point. Et surtout, je pense que ce qu'il faut changer absolument, c'est construire des places de prison pour pouvoir différencier les différents détenus et ne pas mélanger, comme je viens de vous le dire, des primo-délinquants avec des gros trafiquants de drogue, avec des grands criminels, avec des islamistes, etc. etc. Oui, et votre avis là-dessus, Véronique Sousset, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas d'avis à exprimer. Je m'exprime moi que sur le livre que j'ai écrit. Et donc voilà, je sais pas si Monsieur a sans doute une position qui lui l'autorise en tout cas à tenir ce. Il a une opinion de citoyen. Voilà, hein, voilà c'est ça, tout à fait. Voilà, moi, exactement. non. D'accord, oui, vous voulez pas en parler. D'accord. Enfin, je veux pas en parler. C'est pas que j'ai pas une opinion, mais c'est que voilà, j'ai pas. Non, parce que c'est intéressant. C'est quand même concret. Là, c'est pas une opinion politique. Hein. C'est de dire au fond, est-ce qu'il y a effectivement à différencier les établissements ou autres en fonction
fonction de la gravité des peines, etc. Oui, alors c'est déjà le cas. Donc oui, c'est déjà le cas. Il y a des maisons d'arrêt, il y a des centres ouverts, il y a des maisons centrales, des centres de détention en fonction du degré de réinsertion ou de sécurité, des maisons ultra-sécuritaires. Donc oui, ça existe déjà. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est la formation et aussi la connaissance. Et en ça, c'est la vocation et l'ambition de mon livre. C'est aussi peut-être de faire mieux connaître, avec sans prétention, bien entendu, mais justement pour qu'on dépasse peut-être les préjugés ou les idées préconçues, mais qu'on puisse donner à voir autrement. Et il y a à la fois cet univers-là, tous ces établissements, oui. Nous sommes maintenant avec Frédéric qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour à vous. On vous écoute Frédéric. Oui, alors moi je vais quand même dire, j'ai travaillé pendant 32 ans dans la pénitentiaire, j'ai commencé surveillant pour terminer directeur. Donc on a beau dire beaucoup de choses, mais je voudrais revenir sur un peu l'affaire Colonna par exemple, où on nous parle qu'il y a des caméras, etc. Depuis 88, les syndicats, enfin moi ce que j'ai connu, les syndicats ont fait grève pour avoir plus de personnel, plus de moyens, etc. Mais les moyens n'ont jamais été mis réellement là-dedans. On a cassé les grèves, enfin les gouvernements différents, parce que depuis 88 il y en a eu, les gouvernements différents ont cassé les grèves en donnant des primes de dimanche de 15 € ou de nuit de 10 €, enfin à l'époque il y avait des francs, etc. Mais ça n'a pas arrangé les choses. Quand un surveillant travaille dans un poste de sécurité, au départ, il a 4-5 caméras. Après ça, il en a 10, 20, 30. Et on lui demande, et quand on demande, en tant que chef d'établissement, de mettre dans un poste central d'intervention 2 surveillants, on nous répond non, ça suffit. Il y a les caméras, elles tournent, etc. Je pense que jamais l'administration n'a pris en compte ça. Non, ça suffit. Mais quand on travaille dans une centrale, il faut surveiller les mouvements de détenus, c'est ce qui a dû se passer. La personne est concentrée sur le danger immédiat qu'il peut y avoir pour les personnels. Et il ne peut pas regarder 25 caméras ou 30 caméras. Je suis désolé. Problème de caméra, vous avez ça chez vous, alors, comme dans toutes les maisons? Oui, il y a évidemment des systèmes de sécurité, mais vous entendez aussi à travers cet auditeur en fait l'attachement aussi qu'il a pour son métier, pour cette administration méconnue, et en tout cas c'est ce que je retiens moi de ce témoignage. Oui, en même temps, je comprends, c'est le verre à moitié plein toujours. En même temps, il y a des problèmes. On peut pas nier les problèmes quand même. Non, mais j'ai pas écrit un livre. J'ai compris, mais vous êtes. Attendez, on parle de votre livre, mais vous êtes aussi dirigeante pénitentiaire. Donc, on n'est pas ça seulement pour dire votre livre, on est là pour parler de la situation. Moi, je parle pas d'actualité. Je fais un objet littéraire, je parle pas d'actualité pénitentiaire. Je comprends, mais ça, c'est pas l'actualité, les caméras et les besoins en prison. C'est pas l'actualité. C'est très loin de l'objet littéraire de mon livre. Moi, si j'avais un texte sur les caméras, il y a des textes sur la surveillance. Non, mais vous savez, vous dites l'humanité, elle se divise pas. Vous êtes, chère Véronique Sousset, vous êtes à la fois auteur d'un livre et vous êtes à la fois directrice de centre pénitentiaire. Oui. Donc je peux poser des questions à la directrice de centre pénitentiaire et pas seulement à l'auteur d'un livre. Oui. C'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, voilà, et moi je suis libre de vous répondre comme l'auteur d'un livre. Absolument. Alors continuons. On va se retrouver dans un instant. Ah oui, pardon Frédéric. Oui Frédéric. Allez-y Frédéric. Oui, il me semble que Mme Sausset a été conseillère au niveau du ministère. Ce que je regrette, c'est qu'à chaque fois, quand on débat tous les ans sur le budget de la justice, on nous dit on va créer 1000 postes supplémentaires, etc. Mais ces postes-là ne sont même pas suffisants pour combler les départs à la retraite et les ouvertures d'établissements. À chaque fois, il y a une espèce d'enfumage comme ça, en voulant faire croire qu'on recrute énormément. Mais il y a il y a tous les départs. Il n'y a pas que les départs à la retraite, parce qu'il y a aussi les gens qui démissionnent, qui vont vers d'autres administrations. Et ça, ils ne sont pas remplacés.
Il y a un manque, ça fait tous les ans, c'est dit, tous les ans, et malheureusement, on ne prend pas en compte ceci. Et lorsque il arrive un événement, alors là, c'est évidemment, je reparle de Colonna, c'est vrai que on va pas parler de Colonna et de l'actualité. Mais il faut réfléchir au fonctionnement. Une caméra ne remplacera pas un humain. Pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est vrai aussi, Frédéric, en dehors de la prison. Il faut pas croire que la technologie va se substituer à tout. Ça, c'est très clair, que ce soit à l'intérieur du carcéral ou à l'extérieur. Mais bien sûr. Merci Frédéric pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Marie qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Alors écoutez, moi je souhaitais revenir effectivement sur les sanctions européennes. Et surtout celles qui concernent la France, parce que à propos de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, enfin, c'est ça. Voilà, mais ce que je voulais dire simplement, c'est une hérésie, en ce sens que l'Europe est en train de se tirer une balle dans le pied. Vous le savez très bien. Je proteste contre le fait que les associations mettent en cause les entreprises françaises qui sont en Russie et qui doivent partir, alors que les autres entreprises italiennes, les entreprises allemandes ne bougent pas. D'une part, je trouve pas ça normal. Pourquoi ce serait que les entreprises françaises qui seraient pénalisées, d'une part. D'autre part, je voulais signaler que le fait que Poutine demande que tout soit payé en roubles et même que les entreprises françaises qui vendent, etc., ce soit en roubles, est en train de créer une crise monétaire. Le rouble remonte. Et en même temps, les États-Unis vont sûrement à un moment donné changer d'avis parce que le dollar va perdre de la vitesse. C'est ce que nous a dit Philippe Herlin, Marie. Il avait tout à fait raison. Et donc, je voulais dire que les médias qui n'arrêtent pas de dire que la Russie a des problèmes, qu'elle s'enlise, etc., c'est extrêmement négatif pour l'Europe, parce que tout ce qui dure crée des problèmes européens, et on va le sentir. Et simplement, ce que M. Erland n'a pas dit, c'est que tout le sud-est de l'Ukraine, qui contient l'agriculture, les engrais, qui contient toutes les matières premières, le Donbass, toutes les matières premières vont être, au fil du temps, ne vont plus être productives, et à ce moment-là, on va prendre le bouillon. Voilà ce que j'allais dire. Écoutez Marie, on va voir, on espère surtout que la guerre s'arrête et que tout ceci s'arrête le plus tôt possible et qu'il y ait une vraie désescalade, parce que sinon, effectivement, des deux côtés, que ce soit économique ou autre, on risque d'aller vers des lendemains qui déchantent, ça c'est sûr. Et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Véronique Sousset, auteur de Fragments de prison, qui reste avec nous jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes avec Jean-Paul qui nous appelle du Var. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bonjour André. Bonjour à vos invités. Voilà, je voulais intervenir sur le sujet de l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Nous non plus. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là, à ce que Poutine décide cette intervention, puis cette déclaration de guerre, il n'y a pas d'autre mot, et qu'il amène à cette situation dramatique. Je me demande à quoi servent les pays européens, les États européens, à quoi ils sont servis surtout au préalable. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu la réussite d'une diplomatie avant d'en arriver à ce niveau-là. Et pourquoi l'Europe de l'écouter, même de l'entendre, et qu'ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Alors voilà. Jean-Paul, oui. sur ces questions, je vais tout de suite vous répondre. Je vous demande je vous renvoie à l'émission qu'on a faite mardi, qui est sur YouTube, qui est en podcast, de Jacques Roux,
Jacques Beau, qui est un expert auprès de l'OTAN, qui a suivi l'histoire de l'Ukraine et qui l'a suivi sur le terrain. Et vraiment, il est venu nous en parler pendant 1 heure. Et c'est très intéressant. Vraiment, je vous demande, parce qu'il répond aux questions que vous vous posez. Écoutez, je le ferai. C'était mardi dernier dans l'émission. Voilà, je n'avais pas pu être à l'écoute ce jour-là, donc je ne le savais pas. Enfin, en tout cas, je voulais dire que je trouve tout cela dramatique et j'y vois même une incompétence de l'État français. Voilà, notamment de notre président de la République. Incompétent. Nous ne sommes peuplés que de génies. Enfin, c'est incroyable, ça. Il est incompétent et totalement. Et d'ailleurs, on voit bien le mépris que témoigne Poutine à notre président. Et je trouve ça absolument désastreux pour notre pays. C'est plus compliqué que ça, Jean-Paul. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Il y a un vrai problème. Mais lisez, écoutez ce qu'a dit Jacques Beau. Il a fait un livre sur l'histoire de l'Ukraine, là, récent. Il l'a écrit très rapidement. Et il y a toute son expérience de 10 ans auprès de l'OTAN, des services de renseignement et de la géostratégie. Il explique très bien tout cela. Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Nous sommes maintenant avec Olivier qui nous appelle de Créteil. Bonjour Olivier. De Thiers plutôt, de Val-de-Marne. C'est pas grave. Bonjour André, bonjour. À vous tous. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on donne toujours le mauvais rôle à la Russie, alors que, comme vous l'expliquez, j'ai vu votre émission avec Jacques Beau, il détaille bien ce qui s'est passé depuis les origines, les accords oraux depuis 1990, Gorbatchev, et c'est vrai que, comme on dit, je pense que Poutine a dit, ça suffit, la récréation diplomatique, je sonne la fin, parce que on s'est moqué de moi pendant 30 ans, et les Russes, et aussi on a mis, comme il expliquait votre interlocuteur dans l'émission, M. Jacques Beau, on voyait bien que l'Ukraine voulait reprendre le Donbass et la Crimée, et on a mis de l'huile sur le feu encore plus avec l'Union européenne, parce que Mme von der Leyen qui veut armer, on sait pertinemment qu'au niveau de l'Ukraine, il y a des gens de chez Daesh qui sont réfugiés en Ukraine, il y a des armes qui vont se retrouver dans le trafic par les Tchétchènes et de reste et qui vont être revendues à des gens de Daesh. Donc, comme toutes les guerres qu'il y a eu, hein. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Beaucoup de choses qu'il y a à dire là-dessus. C'est vrai que au lieu d'apaiser les choses, on a une Union européenne avec des progressistes et des otanistes. Et c'est malheureux, mais on a surtout aussi, vous savez, des deux côtés, parce que Poutine et l'invasion de l'Ukraine, ce n'est pas non plus le fait d'Angélique, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Et de l'autre côté, il y a Biden et la présidence américaine, qui, à mon avis, n'est pas malheureusement très outillée actuellement et qui va tirer les marrons du feu. Au détriment de l'Europe, voilà. Je peux dire une chose, André. Vous aviez invité Charles Gass sur ce qui se passe avec Biden, et ça ressort les casseroles de Biden sur l'Ukraine et son fils. Je pense que Biden essaye de faire un écran de fumée, mais ça va lui retomber sur la tête, parce qu'il y a les élections de mi-terme aux États-Unis, et on sait pertinemment les liens entre l'Ukraine et la famille Biden. Voilà. Donc il y a des choses. J'ai l'impression que c'est pour cacher. Mais on verra bien, et ça va effectivement sortir. On en reparlera de tout ça. En tout cas, je peux vous dire qu'on aura l'occasion d'en reparler très souvent. Plus les fraudes aux États-Unis, des élections. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous savez, on fera des émissions là-dessus encore, parce que l'actualité va nous rattraper. Je voudrais revenir sur le livre, parce que je voudrais pas qu'on oublie le livre de notre Véronique. Vous voyez, je me suis avec l'Ukraine, ça va, de Véronique Sousset. Parce que c'est un livre effectivement très humain, il faut rappeler ça, parce qu'on a un peu polémiqué sur la prison et l'état des prisons, et je comprends ce que vous dites. Je crois que quelque chose de très intéressant, c'est que dans vos portraits, dans les portraits qu'il y a du livre, et vraiment c'est là où je dis ce livre, vraiment allez-y, lisez-le, parce que il y a des portraits étonnants, des portraits de gens étonnants, c'est vrai. Et ce que je veux savoir, c'est qu'au fond, je dirais que est-ce que effectivement la prison, vous avez des gens, non pas leur paroxysme, on a parlé de violence, c'est pas ça, mais est-ce que quelque part, et ça a l'air d'un paradoxe, et qui sont pas plus vrais peut-être que dans la vie hors carcérale?
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à des moments qui passe autrement? Je sais pas. Moi, je parle de l'extérieur. Je ne connais pas cet univers, mais non, mais votre question est intéressante. C'est-à-dire que c'est tellement exacerbé. On voit bien que la privation de liberté exacerbe. Alors, bien sûr, nous n'étions pas condamnés, mais nous avons connu en tout cas la restriction de nos libertés, et nous avons vu il y a 2 ans à quel point ça pouvait être compliqué. Le confinement, oui. Et à quel point effectivement être privé de liberté, ne serait-ce que ça, c'était déjà assez compliqué à vivre, même si nous n'étions pas condamnés. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Mais oui, en tout cas, il y a quelque chose de la peut-être de l'épaisseur des vies qui se fait moins épaisse. C'est-à-dire que on est un peu au noyau de son existence, parce que vous l'avez dit, quand on est incarcéré ou condamné pour de longues années, on porte aussi, et certains le portent, le poids de la culpabilité et de ce qu'ils ont commis. Et donc, je ne sais pas s'il y a plus de vérité ou que les êtres sont plus vrais, mais je pense qu'en tout cas, on touche à l'écorce, oui, certainement. Et on est, et c'est aussi pour ça aussi que ça peut être aussi parfois compliqué. Et les gens que vous avez connus, parce que là, je parle aussi bien de Saint-Maur que de Rennes, bien sûr, puisque vous avez été ces gens, encore une fois, que vous ne nommez pas, mais que Nolo a nommé dans son papier Excellent papier dans Marianne, je le remercie, oui. Oui, tout à fait. Mais justement, alors, il parle à un moment donné, il y a cette chose qui m'a assez amusé. Vous dites que la personne qui sort, il a un veste à col, pelle à tarte, il a chemise à petits jabots et pantalon pas de def. Bref, tout est daté comme si le temps s'était écoulé sans marquer les époques. Oui, c'est cet homme qui a passé plus de 20 ans et qui doit se rendre à un entretien d'embauche à l'extérieur, et il est convenu que je l'y conduise avec un surveillant, puisque c'est important qu'il puisse avoir cet entretien pour éventuellement ensuite une libération conditionnelle, où rien n'est jamais acquis. Et oui, et donc tout d'un coup on est comme dans un film de Melville, quoi. Voilà, c'est le second souffle, c'est-à-dire que cet homme qui traverse la cour et je me retrouve dans un album photo de mes parents, quoi. C'est-à-dire il a mis son plus beau costume, mais celui des années 70. Donc il y avait quelque chose on voit bien, c'est à la fois touchant, mais c'est aussi le rapport au temps que je vous dont je vous parlais tout à l'heure. Et justement, qu'est-ce qui fait que parce que ils ont quand même contact avec leur famille. Comment ça se passe avec les familles? Je veux dire par là que alors ils n'ont pas tous des familles. Est-ce que c'est justement, vous en parlez, vous parlez de cela parce que l'extérieur c'est les familles, surtout, ceux qui voient, etc. Pour ceux qui en ont encore, oui. Pardon, oui, pour ceux qui en ont encore, bien sûr. Et est-ce que c'est vécu comme quelque chose de... Je veux dire, ils viennent, puis la séparation, c'est vécu toujours très très mal quand ils se séparent? Oui, alors tout à l'heure on parlait des particularismes des femmes. Là, je vous disais aussi, les femmes sont plus isolées que les hommes. C'est-à-dire que, oui, quand même, il faut le dire. Ces femmes que l'on voit venir avec de gros baluchons, avec du linge propre pour leurs hommes ou leurs frères, on le voit moins chez les femmes. Je ne dis pas que les hommes sont moins constants, mais en tout cas, c'est un fait. On voit moins de compagnons qui viennent, chaque semaine avec du linge propre et plié. Donc oui, la famille, évidemment, elles le disent. Les femmes notamment. La famille, c'est le plus important. Je vous le dis, quand il y en a encore. Mais en tout cas, les liens familiaux, les liens sociaux, tout ce qui peut être famille-amie, c'est par le biais des parloirs, mais aussi par le biais des unités de visite familiale. Ce sont ces petits appartements où on peut recevoir sa famille sans surveillance constante de l'administration, entre 6 et 72 heures. Mais ce sont aussi les téléphones qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on peut passer la nuit, on peut... Oui, ça c'est... Voilà. Mais dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, il y a des téléphones dans les cellules. Alors ils sont pas mobiles, ils sont fixes. Et puis pour le reste, on a aussi développé des points de visiophonie et qui permettent aussi de rester en contact avec sa famille, à tout moment, en fait. Non, là aussi c'est cadré, il faut prendre rendez-vous et ça a un coût qui incombe aux personnes détenues, c'est pas l'administration qui paye, les communications téléphoniques, la visiophonie. Vous voulez dire rencontre en Zoom, etc. Oui, parce qu'il permet, évidemment, de voir sa vieille grand-mère si elle est toujours là, ou sa cousine qui habite à l'autre bout de la France, parce que dans les établissements pour peine dont je parle, souvent les personnes viennent de toute la France. Donc évidemment, bien sûr. Aujourd'hui, ça c'est un point d'actualité que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, avec le prix du gasoil et de l'essence, les détenus vous en parlent en disant ça va être compliqué pour les familles.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, ça fait partie de prendre sa voiture pour faire. Et les familles, elles, ne sont pas condamnées. Hein. Ouais. Et quand vous dites le sentiment, est-ce que les femmes, là aussi, se livrent plus, ont plus tendance à parler, à se confier, etc., que les hommes? Les femmes sont plus exigeantes. Alors c'est peut-être plus facile pour moi de le dire, mais je les trouve exigeantes. Ça nous oblige aussi. Non, on va dire que l'affection se dit plus facilement. Voilà. L'affection, les sentiments se disent plus facilement que chez les hommes. Ouais, c'est ce que je constate. Oui, ça s'exprime. Ça s'exprime plus facilement. Ça s'exprime plus facilement, et donc évidemment, ça peut être aussi source de soucis, mais oui, ça c'est un constat. Et ce qui se passe aussi, vous savez, dans la cour, enfin la promenade, hein, ce qu'on appelle la promenade, qui est toujours là, c'est toujours à des heures très fixes, etc. C'est toujours réglementé complètement. Ça. Absolument, c'est réglementé, même dans les établissements pour peine où les portes sont ouvertes, où il y a une autonomie de mouvement. Les heures de promenade sont prévues, et c'est en général 1h, 1h30 le matin, 1h, 1h30 l'après-midi, et avec des horaires précis, oui. Avec des horaires précis, c'est ça. Et là, se font les... Alors, c'est fou parce que vous parlez, je pense que c'est vrai que il a pris l'exemple, c'est Jean-Claude Roman, lecteur de Spinoza. Alors je ne sais pas si c'est lui, mais le lecteur aussi découvrira. Mais oui, il y a des gens qui font de la philosophie. Qui se sont mis par mal à la lecture. Oui, la lecture, et qui ont fait des études, oui. Je sais, ça vous parlera, mais rappelez-vous de Philippe Maurice, c'était aussi un détenu de camp, à l'époque d'ailleurs de Patrick Henry, mais quelqu'un qui a fait des études brillantes d'histoire, après avoir été quand même un meurtrier d'agents publics. Donc oui, il y a quand même, heureusement, de l'éducation. Il y a des gens qui rentrent avec un petit niveau, mais vous savez, quand déjà apprendre le français, pour certains, c'est déjà aussi énorme. Donc oui, il y a ce côté école qu'il faut rappeler. Il y a un côté il y a l'éducation nationale, oui. Bien sûr. Et pour les mineurs, c'est obligatoire. Donc Véronique Sousset, Fragments de prison, effectivement, lisez-le. On a évoqué quelques fragments. Allez vers le livre, et c'est vrai que c'est toujours très intéressant quand quelqu'un qui vit, que ce soit au niveau du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise, ou au niveau du responsable, de la responsable, vous raconte cela. Merci. Et c'est aux éditions du Cherche Midi en librairie, et vous aviez parlé de montrer son affection en prison. Tout de suite, Brigitte Lay va se concentrer sur un sujet, comment montrer à son partenaire qu'on l'aime. À tout de suite.